Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et consuls, Mesdames et Messieurs les ministres et sous-ministres, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations internationales, régionales et d'institutions spécialisées, chers collègues de la haute direction de l'Université de Montréal, cher Clément Duhem, distingués invités. Je m'appelle Monique Cormier, je suis directrice du département de linguistique et de traduction. Je suis également vice-rectrice associée langue française et francophonie. Et c'est à ce titre que je dirige le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie, organisateur de la table ronde d'aujourd'hui, en collaboration avec le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, mieux connu sous l'acronyme CERIUM, et avec le Centre de la francophonie des Amériques, grâce auquel notre activité est retransmise en direct par Internet et permet aux francophones des Amériques de nous suivre. Pour commencer, 3 personnes vous adresseront brièvement la parole. D'abord, le recteur de l'Université de Montréal, M. Guy Breton, puis la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Mme Hélène David, et enfin, la ministre du Développement international et de la francophonie, Mme Marie-Claude Bibeau. Monsieur Breton. Merci, Madame Cormier. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal au Canada, Mesdames, Messieurs, membres des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre du Développement international et de la francophonie du gouvernement fédéral canadien, Madame la ministre de la Culture, des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française du gouvernement du Québec, Monsieur le directeur de l'Agence universitaire de francophonie, Monsieur le président de Partenariat international, Monsieur le président directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, Monsieur Duhem, distingués invités, chers collègues, chers amis, amis et passionnés de la francophonie, bienvenue à l'Université de Montréal. Nous avons la chance d'assister aujourd'hui à une table ronde de prestige, de grand prestige. Elle est formée de personnalités qui sont ou ont été actives dans la plupart des hautes sphères politiques et qui maîtrisent parfaitement bien les enjeux actuels de la francophonie. Messieurs, nous sommes honorés de vous recevoir sur notre campus. Je dis souvent que pour un établissement international comme l'Université de Montréal, le français n'est pas un handicap. Bien loin de là, c'est plutôt une force. C'est ce qui nous distingue dans un environnement compétitif, et d'avoir un élément distinctif, c'est une force. Cela est aussi vrai pour le Québec dans son ensemble. Pour le Québec, l'espace francophone est un marché immense qui déborde de potentiel. Toutefois, nous l'abordons encore trop timidement. Pendant longtemps, nous avons envisagé la langue française du point de vue d'une minorité. La langue était un bouclier contre l'assimilation. L'Université de Montréal a été créée à l'époque, il y a près de 140 ans, dans cet esprit défensif. Mais aujourd'hui, nous pouvons et nous devons voir les choses différemment. Nous faisons partie d'un espace linguistique et culturel qui regroupe une population 28 fois plus grande que celle du Québec. Près de 30 fois plus que le Québec, c'est la francophonie d'aujourd'hui, et c'est une communauté qui est en croissance plus grande que les autres communautés sur la planète. Le français est donc un véhicule pour se projeter dans le monde, un véhicule certes pour le savoir, mais aussi pour la culture, le commerce. Le Québec n'a pas les moyens de s'en priver. La ministre David
ne le sait que trop bien. Dans une autre vie, pas si lointaine, elle était vice-rectrice ici même. C'est sous sa gouverne que l'on a créé ensemble le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie, qui organise cet événement aujourd'hui. Ce bureau a pour mandat de mieux affirmer la place de notre université dans le monde francophone. J'en profite pour vous remercier, chère Hélène, de votre présence ici aujourd'hui. L'actualité récente nous rappelle tristement que la francophonie fait face à des enjeux de sécurité très sérieux. L'attentat au Burkina Faso, qui nous a tant marqués au Québec, n'est qu'un épisode d'une série macabre qui se déroule dans toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai espoir qu'avec l'accélération des échanges économiques et universitaires, nous allons améliorer la situation dans cette partie du monde. Parce que les jeunes qui ont accès à l'éducation et au marché du travail peuvent envisager l'avenir de façon positive, de façon constructive. Et une génération qui croit dans un avenir meilleur fera toujours barrage au terrorisme. Merci et bon colloque. Merci, Monsieur le recteur. J'invite maintenant Madame la ministre Hélène David à nous adresser quelques mots. Ouf, c'est émouvant pour moi de revenir. Guy l'a bien dit, hein? Monique, on t'a nommée directrice de ce premier bureau dont on était si fiers. Il y a beaucoup de monde qu'on peut saluer. Guy l'a fait, je ne vais pas prendre les 3 minutes, les petites 3 minutes qui me sont accordées. Je salue tous les gens que je connais ici. Yves Guy, que je revois avec plaisir. Louise, enfin, il y en a tellement que pour moi, là, c'est plus qu'émouvant, c'est un retour aux sources, mais je suis aussi la députée d'Outremont. C'est important, hein, Monsieur le Premier ministre, de dire qu'on est député aussi. On n'est pas seulement ministre. Louise Baudouin, bonjour. Alors, il y a vraiment beaucoup de monde ici que je connais et que j'aime d'amour et la passion pour l'international. Je l'ai dit tout à l'heure à Jean Charest, c'est de sa faute quand j'avais quitté une première fois l'université pour aller sous-ministre adjointe à l'enseignement supérieur. Et puis, j'avais eu la charge de la délégation éducation en Inde, imaginez-vous. Mais voyager avec Jean Charest, là, c'est la meilleure leçon d'internationalisation du Québec qu'on puisse avoir. C'est un extraordinaire magicien de l'international et j'ai eu ce privilège énorme pendant 10 jours de faire 3 villes avec une très grosse délégation à l'époque, quand c'était en 2009. Et puis après ça, je suis revenue ici, puis je suis repartie. Puis là, je vogue dans les cieux de la culture. Et ce que je veux vous dire, c'est que la culture, c'est aussi de l'international. La culture en francophonie, c'est extrêmement important. Et c'est évident qu'on va parler de francophonie économique et que je pourrais pas m'empêcher de dire, n'oubliez pas la culture, parce que dans les travaux que je vais amorcer bientôt, le renouvellement de la politique culturelle, il y aura un important volet international. Pendant que nos artistes, nos créateurs, le transfert d'expertise qu'on peut donner, toute la question du numérique qui est extrêmement importante pour lequel le gouvernement investit 100 millions de dollars, mais tout ça, ça peut se transférer et on a une expertise au Québec, on a forcément une expertise en langue française aussi. Ce sont des volets très importants et le recteur Guy Breton le sait, on avait déjà une certaine passion pour l'Afrique en se disant comment peut-on être plus présent en enseignement supérieur dans ce continent qui se développe à vitesse grand V, où on a la langue en partage, on a des choses qu'on peut leur donner, ils ont des choses aussi qu'ils ont à partager avec nous. Il y aura, le gouvernement ouvrira une ambassade, pas une ambassade, excusez-moi, Madame la ministre, ouvrira une représentation. Oh, la gaffe diplomatique. Mais je suis pas la ministre des Relations internationales qui, au fait, vous salue et s'excuse de ne pas pouvoir être ici. Nous ouvrirons donc un bureau au Sénégal pour être sûr que le Québec puisse prendre toute la place qui lui revient. Nous sommes donc entre 2 sommets, le sommet de la francophonie qui a eu lieu évidemment à Dakar en 2014, celui de Madagascar qui a eu lieu, qui va avoir lieu en 2016. La question de la francophonie économique est très
très importante. Il faut être là, il faut vraiment être là dans tous les secteurs, évidemment les secteurs classiques, énergie, ressources naturelles et autres, mais aussi, je dirais, et là je mets mon chapeau évidemment de ministre de la Culture, en culture. Alors, je pense qu'il est très, très important donc d'écouter ce que nos panélistes de très, très haut niveau ont à dire et pour moi, c'est vraiment un immense plaisir, un retour au bercail et je suis toujours très, très près de vous. Alors, bravo pour cette initiative. Bravo Monique. Bravo Guy et Guy. Bravo à tout le monde. Clément, c'est formidable. Hein? Ça a pris forme. Et puis, je vous souhaite un très, très bon panel. Merci beaucoup, Madame David. J'invite maintenant Madame la ministre Marie-Claude Bibeau à vous adresser la parole. Madame Bibeau. Madame la ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser des salutations toutes particulières à M. Charest, qui a été mon député, mon ministre, mon premier ministre pendant des années. Et c'est vraiment avec beaucoup de fierté. Je trouve que c'est un grand privilège de pouvoir, je le dis bien humblement, mais suivre vos traces en représentant la grande région de Sherbrooke et de l'Estrie. C'est de grandes chaussures à prendre, mais c'est avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Je sais que je peux compter sur vos bons conseils et je vous en remercie. Alors, c'est effectivement avec beaucoup d'humilité que je me présente devant vous aujourd'hui. Ça fait seulement quelques mois, comme vous le savez, que j'ai le privilège d'être nommée comme ministre du Développement international et de la francophonie. Et je ne vous serai pas surprise si je vous dis que les gros dossiers qui m'ont occupé dès le début, ça a été le dossier de l'accueil des 25 000 réfugiés et maintenant toute la nouvelle stratégie du Canada dans le monde qui se veut une stratégie concertée avec le ministère de la Défense, les Affaires étrangères et le développement pour toute la question de résilience et je vais y revenir dans un instant d'ailleurs. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici avec vous, de pouvoir entendre ces grands ambassadeurs de la francophonie, les sages, de pouvoir vous entendre aujourd'hui et de prendre vraiment mon premier bain important là, au niveau de la francophonie. Alors, comme vous le savez, le gouvernement du Canada soutient de façon importante l'Organisation internationale de la francophonie. On participe de façon significative aussi à tout le projet pour aider les femmes et les jeunes à prendre leur place au niveau du développement économique et communautaire, à prendre leur place dans la région. Il y a eu le sommet de Dakar en 2014, où est-ce qu'effectivement le thème principal était l'économie, et bientôt le sommet de Madagascar, où vous allez parler entre autres de la stabilité dans le monde, où nous allons parler entre autres de la stabilité dans le monde. Et puis effectivement, ces thèmes-là viennent rejoindre beaucoup nos nouvelles orientations en termes de développement international. Et quand on parle de développement international, c'est sûr que de nombreux pays francophones sont touchés. Alors effectivement, une des orientations principales va être d'aider les pays, notamment les pays francophones, dont plusieurs là, font partie de nos pays partenaires. Alors de les aider au niveau de la gouvernance, au niveau de la promotion de l'état de droit et tout ça. Donc ça fait partie, on croit beaucoup dans l'accompagnement des communautés. En fait, il y a deux sujets qui viennent se croiser. Accompagner les communautés pour augmenter leur résilience et que ce soit autant... Parce que là, je chevauche, on parle de résilience dans deux domaines. On parle beaucoup des changements climatiques. C'est une orientation qui va être très, très importante pour nous. Alors, d'accompagner les communautés pour qu'elles puissent faire face à ces changements climatiques. Donc, le secteur de l'agriculture et le secteur de l'énergie seront deux priorités pour nous. Ensuite de ça, dans le contexte plutôt de la recherche de stabilité, pour aider les États fragiles,
On parle de résilience quand on parle des communautés qui vont accueillir de nombreux réfugiés et qui doivent s'adapter en termes de services publics, entre autres au niveau que ce soit l'eau à la base, la santé, l'éducation. Alors, ce sont deux sujets qui vont être des priorités pour nous dans les prochaines années. Et les pays de la francophonie, dont plusieurs font partie de nos pays de concentration, pays partenaires, vont pouvoir bénéficier de ces nouvelles orientations-là. Alors, sur ce, je laisse la parole à nos grands ambassadeurs de la francophonie, comme je le disais, et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, je vous indique brièvement le déroulement de notre activité. La table ronde proprement dite, qui commencera incessamment, sera suivie d'une période de questions-réponses au terme de laquelle le vice-recteur aux affaires internationales, à la francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, M. Guy Lefebvre, vous adressera le mot de la fin. Alors, notre activité devrait se terminer vers 13 heures. Maintenant, en février 2015, le premier administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie en poste depuis 2006, M. Clément Duhem, choisissait l'Université de Montréal pour faire le bilan de ses 9 années à la tête de l'administration de cet organisme. En juin dernier, l'Université de Montréal décernait à ce diplomate exceptionnel un doctorat honoris causa. C'est à lui que nous avons confié aujourd'hui l'animation de cette table ronde, tâche qu'il a bien voulu accepter. Monsieur Duhem, je vous cède le micro. Merci. Merci, Monique. Une tâche redoutable que d'animer une table ronde avec 3 personnalités de ce qu'elle est. Et je suis content parce que les 3 personnalités que nous avons aujourd'hui ont été des acteurs, pas des théoriciens de la francophonie, des acteurs de la francophonie. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Et surtout d'une francophonie, selon une formule qui est très chère à Abdou Diouf, concrète, visible et utile. Jean Charest, avocat homme politique, vous avez été à 28 ans le plus jeune ministre fédéral chargé de la jeunesse. À ce titre, d'ailleurs, vous avez participé au premier jeu de la francophonie à Casablanca en 1989. Puis vous avez été ministre de l'Environnement. Et à ce titre, vous avez participé à la préparation de Kyoto. Premier ministre du Québec, je le dis pour la communauté internationale, même si vous êtes bien connu de 2003 à 2012, c'est surtout durant cette période que vous allez multiplier les initiatives pour une francophonie encore plus présente et pour une relation avec la France aussi beaucoup plus intense. Et vous avez multiplié les gestes, j'en citerai quelques-uns. Vous me pardonnerez, Jean, de ne pas tous les citer. C'est dans cette période, justement, qu'on verra la tenue du sommet de la francophonie en 2008 à Québec, à l'occasion du 400e anniversaire, mais on se rappellera aussi en premier forum Nord-Sud qui se réunit en pleine crise financière internationale. Vous avez accueilli aussi, et vous avez tenu, ça a été un geste politique fort, à accueillir le premier forum mondial de la langue française qui a réuni, on se rappellera, 2000 jeunes de 90 pays pour débattre de l'avenir, justement, de notre langue en partage. Je pourrais aussi citer les 2 rencontres internationales de la francophonie économique. Je pourrais citer aussi l'élan considérable que vous avez donné à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, confirmant votre engagement pour la lutte contre les changements climatiques, et une partie du succès de la conférence des partis de décembre vous est certainement attribuable. Monsieur le Premier ministre, vous êtes aujourd'hui, M. McCarthy-Tétrault, avocat, et j'aime bien l'expression que la ministre a utilisée, vous continuez d'être aujourd'hui le magicien de l'international. Jean-Louis Roy, historien et diplomate, militant des droits de la personne, vous avez été directeur du Devoir de 80 à 86, délégué général du Québec en France, vous avez été avec Lucien Bouchard l'artisan des premiers sommets. Secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie, devenu depuis l'Organisation internationale de la francophonie, et bien de 90 à 98, vous allez donner sa première dimension politique à la francophonie, en introduisant la question des droits de la personne, de la gouvernance démocratique, du respect de l'état de droit. Et vous allez ouvrir l'organisation de façon sans précédent sur l'international, puisque c'est sous votre mandat que s'ouvriront des représentations de la francophonie à New York, à Bruxelles, à Genève, à Addis Abeba et le premier bureau en Asie. Vous êtes donc l'artisan
Jean-Louis, d'une francophonie de concertation et de terrain. Et on vous doit d'ailleurs la première conférence à Montréal sur l'avenir des inforoutes. À l'époque, on l'appelait Inforoute en 1997. Auteur d'essais de romans de poésie, vous m'avez d'ailleurs appris l'importance de la poésie. Vous avez été le premier président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques et vous êtes aujourd'hui président du Partenariat international et de l'Observatoire mondial des droits de l'homme. Ousmane Paye, économiste et diplomate sénégalais, après avoir été 12 ans diplomate en Allemagne et en Autriche, vous deviendrez le plus fidèle des collaborateurs d'Abdou Diouf. Vous serez son ministre de la Jeunesse et des Sports, puis son Sherpa pour la francophonie. Vous accompagnerez le président Diouf après son départ exemplaire de la présidence de la République sénégalaise. Après son élection comme secrétaire général de la francophonie en 2002, vous devenez son conseiller spécial pour les affaires politiques et diplomatiques. À ce titre, vous coordonnerez la préparation et l'organisation des sommets de chefs d'État et de gouvernement de 2002 à 2014. Vous effectuerez de nombreuses missions délicates comme médiateur pour le secrétaire général de la francophonie et vous renforcerez grandement la présence de l'OIF aux Nations unies et à l'Union africaine. Vous êtes aujourd'hui ambassadeur du Sénégal au Canada. Mesdames, Messieurs, nous allons tout de suite commencer la table ronde en rappelant cette question. Une langue doit générer de la valeur, être attractive pour être choisie et utilisée. Existe-t-il un espace économique francophone? La langue, notre langue, a-t-elle un poids économique ou les langues ont-elles des poids économiques? La francophonie économique est-elle aujourd'hui une utopie ou une réalité en développement? C'est la question que nos ambassadeurs de la francophonie vont répondre. Donc, je commencerai, si vous en êtes d'accord. Nous avons convenu que M. Jean-Louis Roy, donc, et là, je serai le modérateur, donc 10 minutes d'intervention pour chacun des intervenants, et ensuite nous ouvrirons aux questions à la salle et à l'extérieur, évidemment, puisque nous sommes, comme vous l'avez dit, Madame Cormier, chère Monique, nous sommes en lien donc par les réseaux, et nous sommes aussi, donc, nous avons des questions qui ont été préenregistrées par le Centre de la francophonie des Amériques. Monsieur, cher Jean-Louis. Monsieur Duhem, si je fais votre éloge, allez-vous me donner 2-3 minutes additionnelles? Je voudrais vous saluer tous et emprunter à nos amis africains une formule qui permet de saluer tout le monde et d'oublier personne. Je vous salue tous selon votre titre et votre rang. À l'exception, Monsieur le Premier ministre, de vous, quand même, de Mesdames les ministres qui sont avec nous. Et je dirais un mot des sages, puisqu'on nous a qualifiés de sages, qui sont à cette table. Je ne dirai rien à mon sujet. Je dirais un mot de Clément Duhem, dont la compétence, dont l'excellence est inversement proportionnelle à sa modestie. Il a été un immense architecte de la communauté francophone depuis 1986 jusqu'à demain et après-demain encore. Monsieur le Premier ministre, je suis toujours très heureux de vous voir, j'ai beaucoup d'affection pour vous, mais je suis toujours aussi très inquiet quand je suis sur le même panel que vous. Je vais vous dire pourquoi. Je me trouve un jour au Tchad, de 45 degrés, dans un marché public, il y a quelqu'un qui me met la main sur l'épaule et qui me dit « Vous êtes Canadien ?» Je dis « Oui. » « Connaissez-vous Jean Charest ?» La dernière des questions que je pensais me faire poser. Je disais « Oui, je le connais. Qu'est-ce qu'il devient ?» Je ne me rappelle plus trop ce que vous faisiez à ce moment-là, à l'international quelque part. Il me dit « Tu sais, ce gars, il m'a raconté le sommet de Rio, où je n'étais pas, et depuis ce temps-là, tout le monde pense que j'y étais quand j'en parle. » Alors, il faut se méfier un peu. Ousmane Paye, lui, il est le sage de cette table, excusez-moi, M. Charest, parce qu'il est sénégalais. Les Sénégalais ont une espèce d'antériorité ontologique. J'ai étudié 7 ans la philosophie dans cette université. Donc, ils ont une espèce d'antériorité ontologique sur la francophonie. Il est l'ambassadeur du pays de Senghor et l'ambassadeur du pays d'Abdou Diouf. Alors, francophonie, mythe économique, mythe ou réalité? Je crois qu'il y a toujours eu, au fond du projet francophone depuis les années 60, quand on en parlait comme d'une éventualité, où il y avait diverses hypothèses qui étaient sur la table, on en parlait
toujours en référence à cette époque, nos amis africains notamment, avec le Commonwealth. Ils souhaitaient disposer d'une tribune, là où leurs collègues anglophones africains, chefs d'État et de gouvernement, pouvaient se réunir. Eux n'avaient pas cette tribune. Comment organiser ça avec la France? Comment organiser ça avec les pays francophones? Et il y avait, dans le discours du temps, l'idée que cette tribune permettrait des échanges, notamment économiques. Et puis, la francophonie s'est installée dans les années, fin des années 60, 70, et elle a tout de suite retenu, pour se définir publiquement, le terme de coopération technique. Coopération technique, on a quand même le sentiment qu'on se rapproche quelque part du développement, qu'on se rapproche quelque part de la grande logique qui prévalait à l'époque de l'aide publique au développement et de la relation nord-sud. Et puis, elle a fait, durant cette période qui va de 70 à 86, la francophonie a soutenu des formations techniques et professionnelles. Elle a soutenu des rencontres intéressantes, importantes, notamment en matière agricole et dans d'autres domaines aussi. Et puis des initiatives un peu plus audacieuses. Elle s'est dotée d'un programme spécial de développement dont l'un des éléments importants était le soutien à la création d'entreprises par les jeunes. Et elle a créé l'École internationale de Bordeaux, qui a accueilli 10 000 stagiaires africains. Je dirais 60% des stages étaient de nature technique ou de nature économique, notamment dans le contexte de la dévaluation du franc CFA et dans le contexte de l'ajustement structurel au début des années 90. Il y a donc une première phase que je résume en 75 secondes, qui est suivie par ce second temps de la francophonie qui commence en 86 avec la convocation du premier sommet francophone par le président François Mitterrand en février 1986, où, je dirais, dans ce premier sommet, on se demande un peu si on tiendra un deuxième sommet. La vertu du premier sommet, c'est d'avoir tiré la conclusion que ça valait la peine de continuer l'expérience. Mais au deuxième sommet, j'étais le Sherpa du Premier ministre, M. Bourassa, qui était en lien avec le président Houphouët-Boigny et qui se demandait comment on va faire pour concrétiser un peu cette entreprise nouvelle, internationale, etc. Qu'est-ce qu'on va faire pour la concrétiser? M. Bourassa m'avait dit, j'étais son représentant, délégué du Québec à Paris, parle de ça avec Jacques Delors. Je vais appeler Delors, vous connaissez bien, et puis parler de ça ensemble, et puis vous verrez. Rapportez-nous quelque chose. Alors je vois Jacques Delors à quelques reprises, et vous ne serez pas surpris, compte tenu de qui était le Premier ministre du Québec, compte tenu de la conjoncture économique de l'époque, économique internationale de l'époque, compte tenu des besoins aussi du continent africain, que j'ai rapporté au Premier ministre que la France, à travers Delors, que un certain nombre de pays aussi africains, allaient soutenir une initiative forte dans le secteur de l'énergie. Et voilà comment est né un premier pas de porte vers l'économie, quand même, passage pas de porte vers l'économie, la création de l'Institut de l'énergie, qui est devenu dans le temps la création de l'Institut de l'énergie et de l'environnement, et aujourd'hui l'Institut francophone du développement durable. Cet institut, j'ai vu pendant longtemps, de l'extérieur et de l'intérieur, fonctionner la francophonie. Cet institut a rendu à une trentaine de nos pays membres des services exceptionnels. Elle leur a permis de suivre les politiques nées du sommet de Rio. Elle a permis aux Africains de se battre pour obtenir une convention sur la désertification qui n'était pas prévue. Elle a permis aux États africains, notamment, et à nous, d'apprendre aussi d'eux. Elle a permis de bénéficier des fonds internationaux en matière de politique nationale de l'énergie, politique nationale de l'environnement. Maintenant, jusqu'à la conférence de Paris du mois de novembre-décembre dernier, l'Institut d'énergie a fait un accompagnement extraordinaire. Elle a convaincu les bailleurs de fonds internationaux, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, de venir en appui à ces projets.
Et on m'a dit à vérifier, peut-être des gens ici de l'Institut, que aujourd'hui, le budget de l'Institut, en tout cas dans les années précédentes, qui venait de la francophonie, et le budget qui venait des grands groupes internationaux financiers était à peu près à niveau. Première intervention des sommets. Je voudrais dire aussi que les sommets, à l'ordre du jour des sommets, de tous les sommets, il y a 3 questions. L'économie internationale, la politique internationale et la coopération. Il y a quand même un tiers de la préoccupation de préparation du sommet, débat à l'occasion du sommet et suivi des sommets, qui est dans cet ordre du jour qui privilégie la francophonie internationale. Je voudrais dire aussi que, au-delà de cette création de l'Institut, auquel je vais revenir, Clément, donnez-moi les 3 minutes que j'ai réclamées, c'est la faiblesse du sommet de Dakar de ne pas avoir créé un opérateur pour le volet économique international. C'est sa grande faiblesse. On a la preuve par l'Institut de l'énergie de Québec, la preuve par l'AUF aussi, et par d'autres opérateurs, que s'il n'y a pas d'opérateur, il y a des intentions générales. Il y a des intentions politiques générales avec bien peu de chances d'un suivi réel. Je voudrais rappeler d'autres éléments du rapprochement de la francophonie à la dimension économique du développement. Je crois qu'en matière, ça vous fera plaisir, Madame David, mine de rien, la francophonie a mis le pied dans la culture et économie. Un immense chantier reste à défricher. J'espère que vous, avec vos collègues français, marocains, sénégalais, mauriciens et tous les autres, vous le ferez. Mais on a quand même créé TV5, où il y a eu un investissement, où il y a eu... Bon, le signal est capté dans 200 pays aujourd'hui, ce n'est pas rien. Deuxièmement, on a créé le plus grand programme de soutien à l'audiovisuel du Sud. Et quand on allait au Festival international du cinéma à Ouagadougou, un film sur 2 avait été financé par la francophonie. C'est aussi de l'économie. On a créé le MASSA, le marché des arts et du spectacle africain, dont la 8e édition va débuter dans 10 jours, qui est un marché pour arrêter de faire croire à nos amis africains qu'on s'intéressait à leur culture en les faisant venir le plus court temps possible, sans cachet, avec les billets d'avion qui coûtent les moins cher possible pour pouvoir dire l'Afrique était présente. On a mis fin à ça en francophonie, on a créé un marché comme les Suisses ont, comme les Français ont, comme nous avons ici, etc., etc. Le premier marché a réuni 2000 personnes, dont 700 acheteurs qui sont venus à leurs frais voir la meilleure production en matière de danse contemporaine, de théâtre et de musique africaine. Enfin, par rapport à la culture, ça me fait plaisir de dire ici qu'un certain nombre de pays, et je donne tout le crédit à Clément Duhem, africains, se sont dotés de sociétés de développement des entreprises culturelles sur le modèle de la SODEC. Il y a donc, ça a commencé à être un peu défriché. Je voulais parler d'autres choses, le soutien des sommets aux communautés économiques régionales africaines, un soutien constant, un soutien qui quelquefois a voulu dire des appuis budgétaires, des appuis à des programmes des communautés économiques régionales. On ne pourra jamais dire l'importance de ce que ça a. Le commerce interafricain est de 10%, il est de 70% en Europe, de 50% en Amérique, de 50% en Asie. En Afrique, il est de 10%. Les sommets ont soutenu aussi l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Je pense qu'on n'a pas besoin d'élaborer sur l'importance de ce soutien. Un mot sur le sommet de Dakar. Un mot parce que le sommet de Dakar a adopté une stratégie économique francophone. On se rapproche de plus en plus de quelque chose. Moi, j'ai compris qu'une stratégie économique francophone, c'était de mettre fin à la série d'interventions utiles que je viens de rappeler. Et dans ça, si j'avais eu du temps, j'aurais dû mentionner certains des grands réseaux de l'AUF en matière de recherche, en matière d'enseignement, certaines des activités de l'AIMF sur notamment l'informatisation des gouvernements municipaux, des capitales des pays francophones. Il y a eu plein de choses quand même qui sont surtout un peu à la pièce. Que ce programme de Dakar était la fin de ce
morcellement, mais de ces initiatives les unes à côté des autres pour une vision un peu plus intégrée. Malheureusement, la littérature qui accompagne le dépôt de ce projet de stratégie économique francophone n'est accompagnée vraiment d'aucune décision effective pour sa mise en œuvre. C'est zéro. On est au point zéro. Il n'y a pas d'opérateur désigné. C'est tous les opérateurs. On invite tout le monde à se concerter. C'est très sympathique. On fait ça depuis très longtemps dans les sommets, dans toutes sortes de domaines, et ça donne des résultats, bon, que chacun peut apprécier ou que je trouve très peu élevés. Deuxièmement, aucun budget spécifique pour la mise en œuvre de ce programme économique qui porte la signature de 70 pays, les travaux de grand nombre d'experts pendant des années, la signature des ministres des Affaires étrangères et des chefs d'État et de gouvernement de ces pays. Quelque part, il y a là un manque tout à fait considérable. D'autant que, et je termine sur cette évocation, d'autant que la concurrence linguistique, la concurrence culturelle, la concurrence technologique, la concurrence économique, financière, qui se développe aujourd'hui sur le continent africain, crée l'obligation à la francophonie de changer de niveau pour ne pas devenir vraiment un peu marginal. Si on ne change pas de niveau, eh bien, d'autres feront ce que, même dans le domaine culturel, ce que normalement la francophonie, je crois, aurait dû faire. Je termine par une phrase. Le sommet, l'une des deux ministres a parlé des deux sommets. Le sommet de Madagascar, dans 10 mois, donne l'occasion de compléter le travail de Dakar en matière de stratégie francophone, économique francophone. Créer un opérateur, absolument. Créer un budget, ne serait-ce que seed money, pour parler un français international, comme si on était à Paris, quoi. Seed money, pour que quelque chose puisse se mettre en place. Autrement, comme je dis, les choses se feront sur le continent par d'autres. Enfin, Madame la Ministre, vous allez siéger à la table des sommets. Permettez-moi de m'adresser à vous et à travers vous au gouvernement du Canada, à vous, Madame David, au gouvernement du Québec. Il y a 20 ans, est posée la question de la circulation des hommes d'affaires, des financiers, des administrateurs privés et publics et des étudiants dans l'espace francophone. Le sommet de Dakar, dans sa stratégie économique, fait de cette question l'une des 4 questions qui doit être réglée. Je vous le dis comme je le ressens et je circule sans arrêt dans les universités africaines notamment. Cette question rebondit partout. Elle rebondit massivement. Il ne s'agit pas d'ouvrir les portes à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. On doit faire la preuve à nos amis et les plus jeunes générations auxquelles le sommet de Dakar s'adressait en particulier, qu'on peut circuler dans l'espace francophone. Il n'y a pas de francophonie si les étudiants, les représentants des milieux d'affaires, etc., ne peuvent pas circuler au moins aussi facilement qu'aux Indes, aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine, etc. Il y a un très grave problème qui est relié à l'économie et qui doit être, à mon avis, dans les toutes prochaines rencontres de haut niveau, abordé correctement. Et là aussi, j'avais une grande déception de voir le sommet de Dakar mettre ça sur la table. Formidable. Mais dire on doit le faire, mais qui va le faire? Comment ça doit se faire? Dans le passé, les meilleurs juristes africains, européens et nord-américains, canadiens, québécois, ont travaillé cette question pendant 1 an et demi, à cause de Schengen, à cause, etc., etc. On avait des voies, il y a des pistes qui existent, il y a des possibilités qui sont ouvertes. La France a fait des ouvertures pour les milieux d'affaires notamment. Il faut reprendre cette question, qui est très importante et qui est très directement liée à la francophonie économique. Merci. Merci Jean-Luc. Je vais donner la parole donc à Monsieur le Premier ministre. Charest. Ousmane. D'accord. Très bien. D'accord. Très bien. Donc, Ousmane.
Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Bonne convenance. En tout cas, je crois qu'il est correct que Monsieur le Premier ministre, notre ami à nous tous, soit le clôturant des présentateurs réunis ici. Je commence par dire d'abord que je suis vraiment très honoré d'être invité à cette concertation, à ce forum sur la francophonie et plus précisément la francophonie économique. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être là parce que nous sommes des familiers d'Ottawa et dans le milieu diplomatique, je lui en parlais tout le temps. Aux côtés, elle est de Monsieur le Président des ambassadeurs francophones d'Ottawa. Merci aussi de faire votre connaissance, Madame David, en tout cas en cette occasion. Mais je suis d'autant plus honoré que je partage cette table avec d'éminentes personnalités dont la contribution à l'édification de l'institutionnel francophone a été absolument essentielle. Je commence par Monsieur le Premier ministre, l'honorable Jean Charest, Premier ministre du Québec. Sa direction éclairée mais dynamique et très engagée à l'image de son gouvernement ont énormément contribué à l'essor de la francophonie sur le plan international. J'en viens à mon frère, je l'appelle frérot, Monsieur Clément Duhem. L'anecdote d'ailleurs, en venant ici, je parlais avec le président Diouf, parce que là je vais m'acquitter d'une obligation. Je disais que je partageais un panel aujourd'hui avec le Premier ministre Jean Charest, avec Jean-Louis Roy et avec mon frérot Clément Duhem. Il m'a crié de sa haute voix, saluez-les, mais saluez-moi toute la salle. Donc je m'acquitte de cette obligation. Clément, le frérot, parce que j'ai dit nous étions les deux fils jumeaux du président Abdou Diouf pendant ces 10 dernières années. La réforme deuxième qu'il a impulsée, il nous l'a mis entre les mains, chacun selon son niveau de responsabilité, pour aller jusqu'au bout de la francophonie OIF que nous vivons à l'heure actuelle. Je termine par M. Jean-Louis Roy, ancien délégué général du Québec à Paris, en cette qualité représentant du Premier ministre du Québec et qui a participé à ce titre à toutes les instances décisionnelles qui ont donné à la francophonie cette envergure et propulsé la première réforme qui a abouti à Hanoï à l'adoption de la deuxième charte en 1997. C'est cette ACCT qu'il a dirigée, qui est devenue l'Agence de la francophonie en 1997, Agence intergouvernementale de la francophonie, et enfin, Organisation internationale de la francophonie. Celle-là qui a tenu son 14e sommet récemment à Dakar. Je me sens quelque peu autorisé, modestement, à dire mon appréciation de ces hommes pour avoir eu le privilège de participer à 14 sommets sur les 15 qui se sont tenus jusqu'à ce jour. Ce sommet de Dakar, qui était effectivement entre mes mains, a adopté deux stratégies. La stratégie jeunesse pour la francophonie et la stratégie économique pour la francophonie, et j'en arrive au sujet. Cette stratégie résulte d'un processus engagé depuis le sommet de Hanoï de 1997. Et dans cet esprit, que le 14e sommet déjà de Kinshasa en 2012, dans sa déclaration, avait demandé à l'OIF et aux opérateurs de concevoir et de mettre en musique une nouvelle stratégie pour la francophonie en matière économique à proposer à l'adoption des chefs d'État, ce qui fut fait le 30 novembre 2014 à Dakar. Alors, dans sa substance, Jean-Louis Roy en a parlé tout à l'heure, la stratégie est une ambition incroyable, généreuse, qui veut tout concilier à la fois. Je l'ai lu, relu pour ne pas me tromper. La croissance économique dans tous les pays, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la préservation de l'environnement et du patrimoine culturel, tout ceci autant que l'approfondissement des processus démocratiques, le renforcement de l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et l'égalité entre les hommes et les femmes. Les États membres de l'OIF devaient s'entendre aussi pour favoriser un développement économique équitable et durable dans l'espace francophone, sur la base du constat que beaucoup de nos forces sont complémentaires.
En un mot, cette francophonie économique doit être profitable à toutes les entités et tenir compte des contributions et des atouts de chaque pays membre. Dans sa mise en œuvre depuis le sommet de Dakar, cette nouvelle mission s'est traduite par l'organisation d'un premier forum économique francophone, le 1er décembre 2014, d'une deuxième édition du même forum le 27 octobre 2015. Mais dans cet exercice, et je reviendrai sur cet aspect évoqué par Jean Leroy, force est de retenir que la francophonie économique n'est pas seulement un marché, c'est plutôt un espace de solidarité et de développement avec le nécessaire soutien aux économies fragiles, et c'est également un espace d'opportunité pour les pays développés, pouvant bénéficier de la croissance démographique, des besoins comme des ressources naturelles immenses des pays du Sud. Si le potentiel économique de la francophonie est considérable, le défi l'est tout autant, en raison des fortes inégalités économiques dans l'espace francophone. Et pour en mesurer l'envergure, il faut jeter un regard sur l'évolution de notre organisation, d'abord institutionnelle, ensuite culturelle et technique, comme l'a dit Jean-Louis, enfin politique et diplomatique, avant d'accéder à cette quatrième dimension qu'est l'économique. Il a fait le rappel de l'histoire, donc toute cette partie, je vais vous l'épargner. On y reviendra si des questions fusent à cet égard, pour dire simplement qu'au début de l'institution multilatérale francophone était la culture avec la signature du traité en 1970. Les objectifs promotion de la langue française, la diversité culturelle et linguistique à travers l'éducation, le soutien à l'associatif, les principales activités qui ont jalonné cette première phase de vie de la francophonie. Ensuite est arrivé, après l'élection de Jean Leroy en 1989, les caractéristiques d'une nouvelle ère de coopération culturelle et technique dont il a parlé. Je ne vais pas aussi répéter ce qu'il a dit, avec la préservation des acquis. En matière de diversité culturelle et linguistique, la synergie aussi, Jean-Louis, que tu as su établir avec les conférences ministérielles existantes. La convocation de conférences ministérielles sectorielles francophones, dont l'environnement, sous l'égide de notre organe subsidiaire, l'IEPF de Québec. La construction aussi de réseaux, au-delà de l'éducation et de la culture, dans les domaines économiques, tels que l'agriculture, l'énergie et l'information scientifique et technique. Et moi, j'ai retenu tout particulièrement dans cette phase deuxième, la fulgurante promotion des industries culturelles, dont le cinéma et la littérature. C'est dans cette phase aussi que nous avons connu les premiers frémissements en matière politique, parce que, bien évidemment, nous venions de passer le cap du premier sommet de la francophonie de Versailles et l'ACCT avait la charge du secrétariat de la francophonie politique naissante. Arrive enfin, selon mon appréciation, la troisième phase institutionnelle de la francophonie, ouverte au sommet de Hanoï en 1997, avec l'adoption de la deuxième charte. L'élection d'un secrétaire général, vitrine politique de la francophonie, et la demande clairement exprimée, déjà en 1997, d'œuvrer à la construction d'une francophonie économique. Un long processus est alors engagé, mais dans lequel la politique a nettement pris le dessus sur l'économique. Dans ce dernier domaine économique, il y a lieu quand même de citer les conférences permanentes des chambres consulaires africaines et francophones, le Forum francophone des affaires, aussi en 1987 à Québec, la première, mais unique, conférence des ministres de l'économie et des finances. Nous en avons tenu une en 1999 et depuis plus rien. Alors que le Commonwealth, à côté, fait chaque année sa conférence des ministres de l'économie et des finances. Les rencontres internationales de la francophonie économique en 2008 et en 2012, et plus récemment encore, le Forum économique francophone en décembre 2014 et octobre 2015. Ce sont là autant d'occasions données aux acteurs de l'espace économique francophone de se retrouver, de mieux se connaître, de partager leurs expériences, mais, comme le disait aussi Jean-Louis, est-ce suffisant pour répondre à nos attentes? Si on compare cette évolution économique à celle de la politique et de la diplomatie, même si ce n'est pas le sujet du jour, il est toujours bon de l'évoquer.
Force est de reconnaître que l'OIF, dans cette troisième phase de sa vie institutionnelle, a réalisé des avancées considérables, se révélant un allié de tout premier plan des grandes institutions dans la vie politique et diplomatique internationale. Et c'est cela qui a expliqué la demande incessante de nouvelles adhésions. Je sais qu'ici, à Québec, mais je suis à l'aise aussi pour évoquer la question. Cela a ouvert un grand débat quant à la pertinence de l'élargissement de la francophonie ou de son approfondissement. Mais pour avoir assuré le secteur politique, la coordination du secteur politique et diplomatique, dans Baudois, auprès du secrétaire de la francophonie, le président Abdou Diouf, je peux avec assurance confirmer la justesse du choix de ce dernier à l'aune du respect et de la crédibilité que notre organisation a gagné auprès de toutes les autres organisations universelles et régionales, auprès desquelles, à New York comme à Genève, à Bruxelles ou à Addis Abeba, aucune initiative n'a jamais été prise sans la consultation préalable, voire l'association de l'OIF et de son expertise large et variée, reflétant la diversité de ses 80 États et gouvernements. J'ai été chargé, Clément en est témoin, souvent par le secrétaire général d'aller à New York, dans ce qu'on appelle les GAF, pas la GAF avec 2 FE, mais GAF, G-A-F, groupe des ambassadeurs francophones. Je vous assure que la magistrature d'influence que notre organisation, sur la base de ses 80 États membres composés, a pu exercer sur certaines grandes décisions a été absolument fondamentale. Et ça, je crois que c'est le nombre d'avantages. Si nous étions restés à 52, sans aucun doute que Ban Ki-moon ou un autre nous aurait un peu moins pris au sérieux. On nous a arrogé des places, avec même une concertation ministérielle à la veille de chaque assemblée générale, aussi bien à l'ONU qu'à l'Union africaine, mais qui nous permet surtout de faire avancer les points de vue de tous les États membres de la francophonie sur la base des concertations que nous avions dans les commissions politiques. Alors, dans ce domaine politique, donc, aussi, on retrouve toujours dans la même stratégie de la francophonie tout ce qui concerne les processus démocratiques, le renforcement des états de droit, l'accompagnement des bits de crise. Mais le vrai révélateur, concernant l'enlisement de l'économie par rapport aux aides secteurs, je parle sous le contrôle de Clément, c'est l'observation du fonctionnement des 4 commissions statutaires de l'Organisation internationale de la francophonie. À la francophonie, il y a le sommet. En bas du sommet, il y a la conférence ministérielle. Et en bas de la conférence ministérielle, nous avons 4 commissions statutaires, dont assurément la commission politique, je crois, a été la plus active et la plus dynamique. Parce que comme si la politique intéressait particulièrement tous les États, mais aussi en raison des crises qui se multipliaient également sur le continent africain. La commission administrative et financière, ainsi que la commission de coopération et de programmation, ayant réalisé sous la houlette d'un brillant administrateur dont je tairai le nom, une remarquable gestion axée sur les résultats pour faire de l'OIF un modèle parmi les organisations internationales malgré ses moyens modestes. Quid maintenant de la 4e commission statutaire, c'est la commission économique. Et là, le champ à investir et à gagner est absolument énorme. Quelques pistes ont été énoncées par Jean Leroy, je vais sans doute en rajouter encore 2 autres. Que pouvons-nous retenir aujourd'hui pour faire l'état de la question, à savoir la francophonie économique? Relevons d'abord que le Forum économique francophone, tel que vécu dans ses premières éditions, est sans doute une bonne amorce. Que le choix de l'incubation, déjà lancé par notre organisation, pour améliorer l'accès des jeunes et des femmes à une formation entrepreneuriale, afin d'accroître leur participation dans l'économie de leurs différents pays, va dans le bon sens. Comme l'est aussi la conclusion d'accords de protection des investissements dans la mise en valeur des ressources naturelles. J'en ai observé au moins 9 pour ce qui concerne en tout cas le Canada. Rappelons d'ailleurs que l'OIF, Jean-Louis, sous ton contrôle, a toujours aidé les États membres à se mobiliser, se concerter et s'organiser en vue de leur participation et du renforcement de leur influence dans les espaces internationaux de négociation et de régulation. Comme aussi l'OIF a toujours veillé, autant que ses moyens le permettaient, à la traduction, à l'édition et à la diffusion des accords, des conventions et des documents de travail en français, comme l'illustre la qualité inédite de notre coopération avec l'organisation olympique et le CIO.
selon mon appréciation, et j'en termine là, et dans l'esprit de la stratégie économique francophone adoptée à Dakar, il faudra aller plus loin. Pour renforcer le soutien de la francophonie aux communautés économiques régionales, c'est un vaste sujet que je ne peux pas développer. Pour soutenir et favoriser les coopérations sud-sud et tripartites. Mais surtout, il faudra traduire en actes, ça je cite le texte, l'engagement à créer au sein de l'espace francophone les conditions propices à la mobilité des personnes, en particulier les opérateurs économiques, les jeunes, les universitaires, les artistes et les acteurs culturels, pour citer mot à mot une importante disposition de la stratégie économique adoptée par les chefs d'État à Dakar. Et ce rappel vaut bien évidemment recommandation pour la commission économique du CPF, qui a la charge du suivi de la mise en œuvre de la stratégie économique de la francophonie et veiller dans les modes d'intervention prévus, au-delà de la simple mobilisation des acteurs tels qu'on l'a fait dans les forums, ou la coopération entre les États membres tels qu'on le décide dans les instances, en insistant sur l'influence et le plaidoyer pour profiter pleinement des atouts non négligeables d'une francophonie de 80 États et gouvernements membres, avec près d'1 milliard d'habitants sur les 5 continents, avec tous les niveaux de développement, étant entendu que j'adhère totalement aux propositions concrètes faites tantôt par Jean Luroy concernant les décisions attendues, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur, au prochain sommet, 16e sommet à Madagascar. Je vous remercie. Merci. Je suis certain que dans les interventions jusqu'à maintenant, la ministre Hélène David est contente de voir justement cette dimension aussi de la culture. J'espère qu'un jour on n'aura plus besoin de dire que c'est aussi de l'économie, que la culture aussi peut faire vivre les créateurs. Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci beaucoup, Clément. Je veux saluer également Jean-Louis et Ousmane. Vous saluer et vous devinez que je ne vais pas me priver de l'occasion de retourner quelques compliments. Et je veux vous rassurer, on s'est fait beaucoup plaisir ce matin en se reconnaissant les uns les autres. Mais je vais vous faire une confidence. Ce matin, moi, avant de me déplacer vers l'Université de Montréal, je parlais à mon épouse qui est en déplacement. Je lui ai raconté un peu ma journée et je lui ai dit, ben, qui va être là? Ben, c'est Clément qui l'organise. Ah, ben, il faut l'embrasser. Puis, Ousmane, Ousmane va être là. Puis Jean-Louis Roy, et Hélène David. Et, bon. Tout ça pour vous faire un aveu. Il est vrai qu'on a beaucoup travaillé pour la francophonie, on a beaucoup œuvré, on a fait beaucoup d'efforts. Mais c'était très agréable. Ça a été pour nous et pour moi en particulier une source de bonheur. Et je disais à Mme la ministre Bibeau, qui, comme on dit en québécois, est flambant neuve, ce matin, dans ses responsabilités, parce qu'elle a plusieurs responsabilités, vous êtes chanceuse, vous avez la responsabilité de la francophonie. Et quand on est ou ministre ou premier ministre, vous savez, il y a des jours où on regarde notre agenda, puis il y a des rendez-vous à l'horaire, on se dit, bon, ben, il y a la période de questions. Puis là, il va y avoir Louise Baudouin qui va me poser des questions. Ça sera pas facile. Puis là, il y a un rendez-vous avec un événement qui tourne autour de la francophonie. Puis là, là, ça va être une bonne journée. Une journée agréable. Alors, sincèrement, ça a été une source de bonheur. Alors, monsieur le recteur, je veux vous féliciter parce que vous êtes précurseur. À mon avis, vous êtes la première institution universitaire à accorder une place et à nommer la langue française, à nommer la francophonie et à donner des rôles et attribuer des responsabilités, ce que vous avez fait avec Mme David et avec M. Lefebvre. Et je vous en félicite parce qu'il y a là un exemple à suivre. Je veux également reconnaître Hélène, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et hier, nous étions très heureux de constater que M. le Premier ministre Couillard a eu la sagesse de vous garder dans vos responsabilités. Et c'est une très bonne idée. Et Mme Bibeau, que je connais un peu, qui arrive, ben là, vous êtes chanceuse. Vous avez gagné la loterie, vous, au Conseil des ministres. Vous ne saviez peut-être pas, mais on vous l'annonce. Et je veux reconnaître Louise Baudouin, à qui j'ai fait référence il y a une seconde, parce que Louise est une de celles qui a beaucoup contribué à créer, à maintenir et à aimer la francophonie. Elle a fait une contribution absolument exceptionnelle que j'ai jamais reconnue suffisamment quand j'étais premier ministre du Québec. Par excès de partisanerie, mais que je reconnais aujourd'hui, Louise. Alors, ça me pardonne pas pour mes excès de partisanerie, mais au moins, ça me permet de mieux dormir. Alors, vous avez devant vous, il faut apprécier l'occasion. Vous, chez les personnes qui ont pris la parole avant,
les gens qui ont été pas uniquement des acteurs importants, mais des créateurs des institutions de la francophonie. Et ça, il y en a une seule génération qui crée les institutions, ils sont ici. Et je dois vous dire, vous avez été pour Clément, Ousmane et Jean-Louis, ils ont été pour moi des mentors, de temps en temps des Sherpas et des guides. Je savais pas que vous étiez frères jumeaux, ça. La ressemblance n'était pas évidente. Mais ça m'a rappelé que lorsque j'avais des rencontres avec Abdou Diouf, ils étaient ensemble et la complicité qu'ils avaient et le plaisir que nous avions de travailler ensemble. Alors c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous aujourd'hui, évidemment. Et je voulais, moi, faire une contribution pour amener ça à un autre niveau, du point de vue de celui qui a été un élu, qui a travaillé avec les sages, avec ceux qui ont été les guides, qui nous ont conseillés, et vous donner une perspective d'avenir, parce qu'on sent dans le propos d'aujourd'hui, le thème, qu'il y a une volonté dans la francophonie d'aller plus loin vers l'espace économique, sans trop savoir comment s'y prendre. Et on l'a vu, je pense qu'on l'a senti au sommet de Dakar. Les gens abordent le sujet, ils savent qu'il y a un chantier, mais on ne sait pas trop par quel bout prendre la relation économique et comment la concrétiser, la rendre concrète. Alors, ce que je voulais faire dans le temps qui m'était loué, c'est revenir d'abord sur certaines réalités en rappelant une règle très importante que nous avons appris au Québec sur la langue. Il y a un avenir pour une langue dans la mesure où elle est économiquement pertinente. Une langue qui n'a pas de pertinence sur le plan économique ou qui n'a pas d'emprise économique est une langue qui est menacée. Et au Québec, ça fait partie de notre histoire. Ça vaut la peine de le rappeler. Il y a eu comme un moment où on a réalisé, nous, que si on voulait que notre langue, notre culture puisse avoir un avenir, il fallait lui donner une réalité, il fallait avoir une emprise sur l'économie. Alors la langue française au Québec est devenue la langue de l'économie. Et la même règle, je pense, doit s'appliquer pour la francophonie. Première chose. La deuxième chose que je voulais rappeler, c'est que la francophonie, c'est un forum nord-sud. Alors, peut-être que c'est évident, on pourrait ne pas le dire parce que c'est une évidence, mais c'est un des seuls forums nord-sud dans le monde. Il y a le Commonwealth, il y a la francophonie, mais il n'existe pas beaucoup de forums nord-sud. Et un forum nord-sud a ses règles. Par exemple, au moment où on crée les Jeux de la francophonie, il y a une décision d'alternance entre le Nord et le Sud. Quand on crée les Jeux de la francophonie, il y a une décision très délibérée de faire des jeux qui sont à échelle humaine, qui seront d'une certaine taille, qui respectent la composition de notre institution, qui met l'accent sur l'essentiel et non pas des jeux ostentatoires, comme on a vu pour les Jeux, par exemple, les Jeux olympiques. Alors, il y a cette culture, cette volonté qui fait partie de notre ADN de reconnaître que nous sommes un forum nord-sud et c'est ce que nous voulons. L'autre chose que je voulais relever, c'est l'avenir de la langue française. Les études nous le démontrent, les statistiques, et beaucoup en Afrique. Hein. C'est pas uniquement l'Afrique. Je veux le dire là avant, parce que je veux vous parler beaucoup d'Afrique. C'est pas uniquement l'Afrique, c'est l'Asie. D'ailleurs, le Centre de la francophonie des Amériques qui a été créé au moment où j'étais au gouvernement, qui était l'idée en passant de Benoît Pelletier. Jean-Louis en a été le premier président, c'est lui qui l'a lancé avec succès. C'était fait justement dans une perspective où on voulait une présence de la langue française partout, pas uniquement là où elle est parlée, où elle est représentée sur le plan institutionnel. On voulait également reconnaître que la langue française devait être présente partout où il y a une volonté de s'exprimer en français. Mais dans le cas qui nous concerne sur le plan économique, à mon avis, il y a une occasion qui se présente du côté africain et pour l'ensemble de la planète et qui touche très directement les forces du Québec. C'est Robert Bourassa qui a voulu la création de l'Institut de l'énergie parce que c'est le sujet qui l'intéressait beaucoup, c'était sa passion, qui s'est transformé dans le temps, qui est devenu l'Institut de développement durable. Or, actuellement en Afrique, nous avons un continent qui se démarque sur le plan planétaire par la jeunesse de sa population. Il y a deux choses qui différencient l'Afrique. La jeunesse de sa population et sa croissance démographique. Partout ailleurs, les populations vieillissent. C'est vrai au Québec, c'est vrai en Chine. En Chine, c'est vrai en Thaïlande, c'est vrai évidemment en Europe, partout ailleurs. Mais en Afrique, pourquoi on s'intéresse sur le plan économique un peu plus à l'Afrique
aujourd'hui qu'il y a 20 ans, c'est parce que l'Afrique a cette jeune population et donc une classe moyenne qui grossit. Elle le fait à son rythme. Évidemment, c'est l'Afrique, c'est des pays en voie de développement. Mais les gens qui sont un peu plus perspicaces sur le plan économique et qui sont dans les marchés, qui sont dans les secteurs privés, voient bien le potentiel aujourd'hui pour l'Afrique. Or, il y a un enjeu en Afrique, une condition de développement qui fait défaut, c'est l'accès à l'énergie. 75% de toute l'énergie disponible sur le continent africain est dans les deux pôles, l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord. Il n'y a que 6 pays en Afrique qui ont une couverture de 50% de leur territoire en termes de transport d'énergie. 6 pays. Et c'est Julie Payette qui disait ça, l'astronaute canadienne, lorsqu'elle, vous l'avez peut-être entendu, Jean-Louis, elle disait lorsqu'elle a fait son voyage dans l'espace, lorsqu'il passait par-dessus le continent africain, il y avait un trou noir dans le milieu parce que sur 1 milliard d'habitants, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Or, une des conditions au développement, c'est l'accès à l'énergie. Nous venons de faire le COP 21, où on parle beaucoup de réduction de gaz à effet de serre, d'énergie, et à mon avis, il se présente une occasion pour la francophonie, les institutions de la francophonie, de jouer un rôle très important dans le déploiement, justement, des ressources que nous devons mettre à contribution dans les pays africains avec les secteurs privés pour développer des ressources énergétiques. C'est vrai, Monsieur l'ambassadeur, je le sais, pour Madagascar. C'est vrai pour tous les pays. Et pour les Québécois et les Canadiens, c'est une occasion unique. Et là, je parle d'expérience, d'autant plus qu'au moment où je deviens premier ministre du Québec, en 2003, il existe Hydro-Québec International. Alors, on a eu la bonne idée d'abolir ça, nous autres. Et à l'époque, tout ça se justifiait, et en passant, on a fait un profit de 800 millions de dollars en argent comptant qu'on a mis sur le budget. C'était une décision du gouvernement précédent, mais on a pris tout le crédit. Et on a mis ça sur les comptes pour équilibrer le budget. On a aboli Hydro-Québec International pour de bonnes raisons. À l'époque, je pense que si la décision était à faire, on aurait probablement pris la même décision. Or, je sais, Madame la ministre David, qu'aujourd'hui, cette idée circule à nouveau de reprendre et de recréer Hydro-Québec International, qui a une marque de commerce reconnue partout. On me dit, Ousmane, qu'ils ont eu un bureau à Dakar et que les gens en gardent un très bon souvenir. Et qu'Hydro-Québec a pu jouer un rôle. En même temps, le gouvernement du Québec a exprimé la volonté d'avoir une présence physique en Afrique. Je pense que c'est toujours à Dakar où vos intentions se dirigent pour ouvrir un bureau. Il me semble qu'il y a une occasion unique ici de combiner les deux objectifs, d'avoir, ça peut ne pas, c'est pas obligé d'avoir un bureau de délégation, on sait que les moyens financiers sont restreints. Une ambassade, M. le Président. Une ambassade. Une ambassade. Alors, ça pourrait très bien être l'ambassade d'Hydro-Québec et tout ça se pose, je termine là-dessus, dans un contexte où le président Obama a fait une visite très remarquable, très importante en Afrique, je pense que c'était en 2009, où il a annoncé un fonds de 7 milliards de dollars pour le développement, justement, de ressources énergétiques. Tout ça est un préalable au développement. Moi, je travaille avec Pierre Boivin, qui est mon collègue, on travaille avec des compagnies minières canadiennes en Afrique de l'Ouest, un peu partout, et c'est un enjeu qui est au premier plan de toutes les décisions et de tous les enjeux de développement dans chacun des pays d'Afrique, comme dans toutes les sociétés d'ailleurs, en passant. Alors voilà une idée que je voulais soulever avec vous, qui nous amènerait dans quelque chose de très concret. Maintenant, vous avez, Ousmane et Jean-Louis, soulevé un sujet qui, je pense, est très important, celui de la mobilité de la main-d'œuvre. Et là aussi, à mon avis, il y a un chantier très intéressant pour la francophonie. Les pays qui se démarqueront à l'avenir dans un environnement de volatilité où le commerce et la Chine, et il y a un grand questionnement sur où va l'économie, surtout après la crise financière et économique. C'est une conclusion auquel nous en sommes venus, je pense, au Québec, comme ailleurs, surtout avec une population de 36 millions d'habitants au Canada, c'est que notre avenir à nous dépend sur notre capacité d'attirer des cerveaux, des talents,
des bras, en passant de la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, même non qualifiée. Et la francophonie, c'est un chantier, c'est une occasion unique pour nous. C'est un mouvement que nous, on devrait encourager, qui nous démarquerait des autres si on était capable de s'entendre entre nous sur des règles qui favorisent et facilitent la mobilité des hommes et des femmes et qui nous permettent de partager les talents. Je dis pas de les approprier. L'idée, c'est pas d'aller dans un pays et aller écrémer les meilleurs talents pour les amener chez nous, mais on le fait un peu, des fois par accident, jamais par exprès. Mais dans le fond, on devrait se les partager, sachant très bien que nos jeunes à nous veulent aller, ils veulent l'expérience africaine, et que ces jeunes-là veulent aussi venir ici. Alors voilà quelques idées pour alimenter la discussion. Et merci à nouveau. C'est moi qui vous remercie aujourd'hui parce que dans le fond, vous me faites beaucoup plaisir. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve. Merci. Monsieur le recteur, est-ce qu'on peut déjà convenir qu'on peut aller jusqu'à 13h15 ou non? C'est bon? Voilà. Donc, ça va nous permettre justement peut-être d'avoir un échange. Simplement, peut-être un petit éclairage avant que j'explique comment on va procéder pour la période de questions. Sur l'interconnexion des réseaux électriques africains, par exemple, je rappelais justement au Premier ministre tout à l'heure que les chefs d'État en 87 avaient lancé cette idée que les francophones fassent une alliance stratégique pour mettre en place tout un système d'interconnexion des réseaux électriques en Afrique. C'était M. Bourassa, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait demandé l'Institut de l'énergie, de créer un Institut d'énergie. Sur la proposition aussi tout à l'heure je pense que de ce que vous disiez, Jean, c'est très important, effectivement, parce que Jean-Louis Borloo, salut le consul général de France, le sait, Jean-Louis Borloo s'est investi depuis qu'il a quitté la politique en France sur ce défi de l'électrification de l'Afrique. Et on le sait au Québec, peut-être mieux que d'autres, sans électrification, 3 petits points, pas de développement. J'en profite aussi pour dire que, tout à l'heure, je voyais dans les tweets, il n'y a pas de proposition concrète. Bon, Jean-Louis en a fait une, mais il y a des choses aussi très concrètes. Je pense au réseau des écoles de pêche que le Nouveau-Brunswick a mis en place pour toute la francophonie. Je pense à ce que le Centre de la francophonie des Amériques vient de mettre en place il y a quelques semaines un réseau pour le tourisme des villes francophones des Amériques. Il y a plein d'idées comme ça qui se mettent en place, dont on n'en a pas beaucoup parlé, ou le réseau francophone de normalisation, qui définit les normes, définit la façon dont on va vivre demain, quoi. Donc on pourrait donner des exemples comme ça, ou dans d'autres domaines, évidemment, avec l'agence universitaire, tout ce qu'elle a fait dans le domaine des relations entre les universités, les entreprises et l'emploi, par exemple. Voilà, maintenant j'ouvre le débat. Donc, comme je l'ai dit, on va prendre une première question, je suis sous l'autorité de le contrôle, voilà. Une première question de l'extérieur. Oui, bonjour. Donc, la première question provient de Sylviane Lantier, qui est présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Merci. Bonjour, je m'appelle Sylviane Lantier, je suis la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Comme vous le savez, les communautés francophones à l'extérieur du Québec sont souvent de petits milieux. Alors, quel rôle voyez-vous pour les gouvernements afin de renforcer les capacités de ces communautés pour qu'elles puissent participer pleinement à un espace économique francophone international? Je montre très rapidement, il se trouve que pour des histoires anciennes, personnelles, je suis toujours très en lien avec les Acadiens. Je suis presque un Acadien et aussi très en lien avec les francophones hors Québec, à l'ouest, y compris l'Ontario. Il est sûr que dans ces communautés aujourd'hui, le débat sur la francophonie est central. Il y a 2 débats importants. Comment on intègre des immigrants francophones à ces communautés pour garder une masse critique? C'est un grand débat chez eux. Le deuxième, c'est comment on consolide ce qu'on avait d'économie, qui est un peu des fois chambranlant, ou qui a besoin d'être mis à niveau comme partout ailleurs. Je pense que le Centre de la francophonie des Amériques, le directeur général est avec nous, que je salue, fait ce travail sur l'économie sociale, notamment sur les productions locales. Il y a toute une mise en marché en quelque sorte de la plus-value des produits faits par les francophones au Manitoba, en Alberta, en Ontario, etc. Et la communauté franco-ontarienne notamment, je salue les Acadiens et tous les autres, et pour le Québec d'une extrême importance. L'Ontario aujourd'hui
est sans doute l'un des gouvernements qui fait le plus pour la francophonie. L'école, le droit, la santé dans les districts bilingues de l'Ontario. Quand j'écrivais mon livre sur l'Ontario, je suis allé dans 2 hôpitaux pour me faire soigner en français, juste pour vérifier si c'était vrai que dans les districts bilingues de l'Ontario, on pouvait être servi en français. J'ai été servi en français les 2 fois. Il y a un investissement considérable qui est fait et qui est important. La francophonie a besoin de tous les francophones et je répondrai à madame que à travers, c'est surtout au plan national, le plan canadien, je dirais, que le travail d'appui aux minorités se fait. Mais rien n'empêche, les Acadiens sont à la table du sommet. Rien n'empêche les communautés francophones hors Québec, non acadiennes, à travers la délégation du Canada, de faire valoir leur point de vue, etc. Ce qui est en partie fait ce qui a été fait dans le passé, je dois dire. Je voudrais juste dire un mot pour être juste par rapport à ce que j'ai dit tantôt. Il y a 2 gouvernements, à ma connaissance, qui ont contribué au fonds pour la stratégie économique, le gouvernement du Canada, pour une somme assez considérable, qui a été annoncée, je crois, avant les élections fédérales, et une contribution récente du gouvernement du Québec. La France, je ne peux pas le dire, je ne le sais pas. Voilà. Je voudrais dire aussi, puisqu'on parlait de ça, l'Institut de l'énergie a mis ensemble sur des projets concrets de création de centrales hydroélectriques dans certains pays, dont Madagascar, EDF, Hydro-Québec, la Société énergétique de la communauté Wallonie-Bruxelles, les Marocains, le Sénégal aussi, les Ivoiriens. Il y a donc aussi au niveau très très concret des expériences pilotes à un niveau intéressant, pas à très grand niveau, mais quand même un niveau qui permet d'identifier des réalités d'un travail conjoint, Monsieur le Premier ministre, entre les secteurs privés, le secteur public, dans le domaine de l'énergie. Il y a là une petite tradition que l'Institut de l'énergie pourrait documenter mieux que moi, mais dont je suis absolument certain de l'existence et de la pérennité. Je vois que vous opinez, les représentants de l'Institut qui sont là. Merci Jean-Louis. Donc maintenant, qui souhaite poser une question dans la salle? Je vous en prie. Bonjour, mon nom est Dieng Mamadou Alimou, je suis étudiant en maîtrise informatique à l'Université de Montréal, je suis d'origine guinéenne. Merci beaucoup, messieurs les conférenciers. Vos différentes interventions ont retenu mon attention sur le plan économique. Monsieur le Premier ministre a rappelé que l'énergie est une question fondamentale pour nous autres Africains. Ben, je vais parler de la Guinée parce que c'est de là que je viens. Mon pays est considéré comme le château d'eau de l'Afrique occidentale parce que la plupart des fleuves prennent leur source là. Et monsieur le Premier ministre a parlé de notamment 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'énergie. Pour le cas de la Guinée, ce serait une honte de dire que jusqu'à il y a 4 ans, moins de 10% de notre population n'avait pas d'énergie. Pourquoi je vais vous parler de ça? C'est parce que dans les 4 dernières années, on a réussi à construire notre plus grand barrage, Caleta. Caleta, c'est un projet qui date depuis 1947, mais qui a été réalisé. Mais malheureusement, je vais vous dire que ça a été réalisé grâce aux Chinois. On vous dit, monsieur le Premier ministre a parlé d'Hydro-Québec International. Hydro-Québec International a été là pendant des années, a fait ses valises et est parti. Veolia, EDF étaient là, mais personne n'a réussi à faire ce barrage. Pourquoi? Parce que les Chinois, quand ils viennent chez nous, ils ne posent pas de conditions de gouvernance économique et tout. Mais notamment, on parle que la francophonie a réussi sur le plan culturel, gouvernance et tout. Mais si elle avait réussi sur ce plan, le plan économique suivrait. Donc, sur le plan de gouvernance et tout, la francophonie, elle est restée comme une organisation de consultation. Notamment lors des dernières élections en Afrique, dans le cas de mon pays,
les experts francophones, ils viennent, ils analysent le fichier électoral, ils sont convaincus, oui, il y a des anomalies, mais ils n'ont pas des mécanismes de sanction pour sanctionner les États qui ne jouent pas le jeu démocratique. Du coup, on se retrouve à mi-chemin. C'est comme si un professeur, il corrigeait des feuilles, ok, il mettait juste l'observation, ok, il mettait, t'as pas bien fait cet exercice, mais il met pas de notes, il s'arrête là. Donc la francophonie s'arrête là en Afrique. Elle s'arrête comme, elle apporte techniquement beaucoup de choses, notamment je peux le reconnaître à travers des bourses, des études techniques, l'environnement. Le Canada, par exemple, a créé un institut environnemental en Guinée qui a permis de former beaucoup de cadres qui ont fait un master en environnement. C'est bon, c'est bien beau tout ça là, mais à la fin, il faudrait agir. Lorsqu'il s'agit d'agir, en ce moment, les pays du Nord sont absents. Pouvez-vous poser la question, parce que comme on n'a que 10 minutes, maintenant 12 minutes. Ma question est, c'est moins une question, c'est plus une remarque pour dire pourquoi alors, pour la transformer en question, pourquoi lorsqu'il s'agit d'apporter des capitaux, les pays du Nord sont absents en Afrique. Donc là, notamment, il y a un second barrage qui va être financé par la Chine de plus de 600 plus d'1 milliard de dollars. Ça aurait pu être Hydro-Québec. Moi, j'aurais préféré que ce soit Hydro-Québec. Mais pourquoi pas, pourquoi lorsqu'il s'agit d'apporter des capitaux, les pays occidentaux, ils sont absents? Donc on va tenter d'éclairer cette question. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Mamadou. Concernant le second barrage Swapiti, c'est pas 700, c'est 1,3 milliard, effectivement, qui sont prévus. J'y étais moi-même auprès du président et en présence du président également de la Gambie, parce que la vocation, elle est sous-régionale. Vous avez évoqué aussi le problème du barrage de Caleta, qui va desservir autant le Sénégal que la Mauritanie, et maintenant Swapiti, qui est destiné à l'OMVG, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, etc. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Si vous avez suivi tout à l'heure mon intervention, j'ai eu à dire que nous avons eu, après le sommet de 97, 2 défis politiques et économiques. Le thème de Hanoï était l'économie. Mais la décision qui a été prise par les chefs d'État a été politique. Puisque vous êtes guinéen, que vous parlez de la Guinée, je puis vous dire que concernant la stabilité, la gestion de la crise en Guinée, aucune organisation universelle, régionale ou sous-régionale n'a agi autant que la francophonie. Et c'est pour cette raison que de manière consensuelle, tous les acteurs politiques, tous partis confondus, ont choisi l'homme que nous avions envoyé comme expert pour en faire le président de la Commission nationale électorale indépendante. Et c'est sur cette base que les élections présidentielles sont tenues en 2010, c'est sur cette base que les élections législatives sont tenues en 2013, et encore jusqu'à ces dernières élections qui sont tenues également en 2015. Vous savez, on ne peut pas, c'est sûr qu'il y a du retard aussi sur le plan économique, et c'est l'objet de la réflexion que nous menons aujourd'hui. Des pistes ont été dégagées. Je suis d'accord avec vous que la base, le potentiel hydroélectrique dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la Guinée, comme également la République démocratique du Congo. La RDC l'est tout autant. Avec INGA 3, INGA 4, la RDC serait capable de desservir tout le continent africain en énergie. Il faut y réfléchir, prendre des initiatives et essayer de trouver les résultats attendus par les populations surtout, mais aussi par les économies des différents pays. Vous posez la question de la gouvernance, qu'il ne faut pas passer sous silence. Il y a un enjeu très important de gouvernance pour ceux qui investissent en Afrique. Est-ce que les gouvernements nous traiteront de manière équitable? Est-ce que les enjeux qui sont associés à la corruption ou les potentiels de corruption, etc., des sujets en passant sur lesquels les gouvernements, comme le gouvernement du Canada, a beaucoup agi. Les lois ont été beaucoup resserrées. Dans le travail que je fais, moi, une partie du travail que nous faisons, c'est de la pédagogie auprès des investisseurs pour les mettre en garde. Alors, c'est une question extrêmement importante. Mais je vais vous donner un contexte qui est encourageant. Lorsque les gens nous posent ou me posent des questions sur la gouvernance en Afrique, ma référence, c'est l'Amérique latine dans le sens suivant. Je rappelle aux gens où était l'Amérique latine il y a de cela 30 ans, 40 ans.
Et pensons à là où ils étaient en Amérique latine et là où ils sont aujourd'hui en termes de gouvernance. Ils ont fait des pas de géant. Et je vois en Afrique une évolution qui est peut-être pas au même rythme, qui se fait pas de la même façon, mais une vraie évolution dans la gouvernance. Tous les présidents qui tentent d'obtenir des troisièmes mandats, qui se butent à une population souvent jeune et qui acceptent pas de continuer sur... Alors, mais la gouvernance, c'est un facteur clé dans la capacité d'investir. Les Chinois, bien là, c'est intéressant parce qu'ils sont passés de 2 millions à 20 millions. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont investi 200 milliards de dollars environ par année. C'est des montants colossaux. Les Chinois mettent plus en Afrique sur une base annuelle que toute l'aide au développement combinée partout sur la planète. Sauf que lorsque les Chinois font des investissements, bien, ils amènent leur main-d'œuvre. Ils amènent leurs commerçants. Imaginez en Afrique amener sa main-d'œuvre. Et la vraie question, c'est est-ce que c'est le type de développement que nous souhaitons? L'approche canadienne, je le sais, elle est différente. C'est une approche qui vise à développer la capacité. Et je pense que là où les Africains auraient raison d'avoir des exigences, c'est de dire le développement doit se faire à la condition de développer des capacités dans notre pays, des capacités à tous les niveaux. À défaut de quoi le développement n'est pas à notre service à nous, est au service davantage de celui qui cherche à faire des projets. Et si on le fait comme il faut, dernier peut-être élément que j'ajouterais, il n'est pas dit que tout doit être financé par les États. La clé, si on veut avoir un développement, c'est de faire avancer les modèles de financement vers une participation plus active du secteur privé. Et cela, ce sera donc accompagné d'une discipline dans l'investissement que le secteur privé va également exiger lorsqu'elle décide d'y mettre de l'argent. Une autre question avant qu'on aille à l'extérieur. Vous présentez. Oui, mon nom c'est Bonnie Lévy. J'aimerais remercier tous les panélistes, et particulièrement Monsieur le Premier ministre Jean Charest. Moi, je vais directement à une question portant sur la stratégie économique. Évidemment, j'ai suivi avec intérêt le deuxième forum qui s'est tenu à Paris. C'est pratiquement les mêmes questions qui se sont posées encore, comme des questions tout à l'heure. Mais moi, ce que j'aimerais savoir concrètement, au sommet de Dakar, il n'y avait pas quelque chose de concret. Et à Paris, il n'y avait rien aussi de concret, parce que ce ne sont que des débats. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est l'économie. Si nous voulons être compétitifs et être présents dans les conseils des nations, c'est l'économie. Qu'est-ce que vous, en tant que conseiller, en tant qu'expert de la francophonie, qu'est-ce que vous conseillez donc à toutes ces institutions dans l'immédiat? Parce que nous devons sortir quand même avec quelque chose après cette série de conférences. Voilà ma préoccupation. Merci. Je vais gérer beaucoup de frustration. Avant de répondre à ça, il y a 2 questions de l'extérieur. Comme ça permettra à nos invités de répondre. Et puis après, je donnerai au recteur. On va passer donc 2 questions vidéo en rafale, une après l'autre. Donc, il y aurait M. Jean-Guy Bigeaud, président directeur général du Réseau de développement économique et d'employabilité Canada, ainsi que Mme Mariette Muller, PDG de World Trade Center Winnipeg, situé à Winnipeg, bien sûr. On s'oppose. Et donc, combien d'argent les 2,5 millions de francophones et acadiens vivant hors Québec doit-il générer pour être enfin considéré à juste titre comme un levier économique important sur lequel il faut miser? Bonjour, je m'appelle Mariette Muller, puis je suis PDG du World Trade Center Winnipeg. Un World Trade Center complètement bilingue en plein centre du Canada. Alors, vous pouvez vous imaginer que j'y crois à l'impact économique de la francophonie. Ma question serait, comment peut-on convaincre la majorité anglophone de l'impact économique positif de la francophonie? J'ajoute une question de M. l'ambassadeur de Madagascar. Ce sera... Non, c'est bon?
Très bien. Donc on y va? Est-ce que... Je pense que sur la première question, l'extension plus concrète des... Je pense qu'il avait posé la question, plus concrète de ce qui devrait suivre par rapport à la stratégie économique francophone. On ne sortira jamais de ce dilemme si on ne règle pas la question que M. Charest vient d'évoquer. Comment intéresser le secteur privé réellement? Comment mettre en lien les grandes entreprises du Sud et du Nord? Par exemple, il y a une banque de Montréal qui vient d'investir dans un fonds de développement à Abidjan, co-investissement avec des partenaires du Sud. Voilà les formules. Autrement, on va rester dans l'intergouvernemental qui a ses limites, d'autant que notre intergouvernemental refuse d'aller vers des décisions contraignantes, des conventions. Il n'y a aucune convention en francophonie, il y a toutes sortes de projets, ça n'a jamais marché. Il faut convaincre le secteur privé. Et moi, le pari que je fais, c'est que c'est possible de le faire. Qu'il y a des domaines où les grandes sociétés en Europe francophone, ici et en Afrique, parce que les Africains n'attendent pas tout de nous non plus. Un pays comme le Maroc a une immense présence sur tout le continent africain. Les banques marocaines sont dans 23 pays. La grande société de phosphate du Maroc a sa clientèle essentiellement en Afrique. Les cimenteries en Afrique sont maintenant marocaines. Les assureurs, les banques, etc. Il y a aussi des groupes africains avec lesquels on doit entrer. Il faut arrêter, je suis assez d'accord avec vous, le symposium de Paris, le symposium de Dakar, il fallait faire ça. Mais il ne faut pas en faire un troisième. Il faut peut-être faire un symposium sur les pharmaceutiques. Comment, avec les pharmaceutiques africaines, les nôtres peuvent développer des choses, les vôtres européennes, par secteur, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il faut mettre ensemble le secteur privé. Autrement, on aura des initiatives intéressantes, expérimentales, mais très limitées. À moins, deuxième formule, et j'arrête là, qu'un pays comme le nôtre, avec la France et 2 pays du Sud, décide que l'enseignement technique et professionnel en Afrique, c'est aussi de l'économie, et se battent auprès de la Banque mondiale, élaborent un plan et se battent avec les pays africains, et se battent auprès de la Banque mondiale, la Banque africaine, des bailleurs de fonds, la Banque arabe, etc., pour un financement de haut niveau qui permette de créer un réseau d'institutions dans les pays francophones du Sud. Où on fait ça, pays qui cherchent des financements plus leur propre financement, on y va par filière. Moi, c'est comme ça que je vois un peu la suite. Mais secteur privé indispensable. Très... Ousmane, voulez-vous y aller? L'évolution et les décisions à prendre et qui sont attendues. J'ai dit tout à l'heure en liminaire, je crois que c'est l'objet de cette réflexion. La francophonie économique, c'est un enjeu, c'est un défi. C'est un enjeu et c'est un défi. Des solutions n'ont pas été trouvées jusqu'à aujourd'hui. On en parle depuis longtemps. Sorti de Dakar, il y a eu le forum numéro 1, il y a eu le forum numéro 2. Et je crois pouvoir dire aussi qu'au deuxième forum, le président de Madagascar, qui va être président du sommet, y était et a proposé de mettre sur la table quelque chose également de concret sur le plan économique. Mais ce que nous disons ici en échange doit servir à l'Organisation internationale de la francophonie. Concernant l'intervention de Jean-Louis, c'est vrai qu'on doit impliquer le privé. Mamadou l'a dit tantôt à Limou. Vous savez, l'Afrique, c'est un grand marché, mais un grand marché concurrentiel. Regardez les pays qui sont dans la francophonie. La Chine est arrivée, c'est vrai, avec ce qu'ils ont réalisé au niveau des 2 grands barrages. Comme ils ont fait des propositions concrètes également au niveau de la RDC, selon ce que j'en sais. La bonne gouvernance est une exigence, l'observation des droits des affaires est une exigence, mais l'Afrique est un pays indépendant, surtout pour la plupart des pays, depuis une 50aine d'années, se développe à son rythme. Avant, des puissances tutrices étaient aux côtés de ces mêmes pays. Dans la francophonie, nous nous sommes rapprochés, les pays du Nord, les pays également, mais en dehors de l'espace francophone. Moi, je vois des pays émergents. Je vois le Brésil, je vois l'Inde, je vois la Turquie, même l'Afrique du Sud, venir concrètement faire des propositions à des pays africains qui ne peuvent pas non plus leur tourner le dos.
Souvent, les pays du Nord ont énormément d'exigences par rapport à des pays qui sont en développement depuis 50 ans. Le développement d'un pays, ça prend du temps. Il faut également regarder ça avec cette candeur. Pas de la complaisance, pas de la complicité, mais avec également de la compréhension. Au niveau de la francophonie, nous étions toujours aux côtés des grands dirigeants de l'Afrique, mais chaque fois, ils nous montraient l'intransigeance que leur opposaient la plupart des pays du Nord. Tantôt, la représentante du World Trade Center, Winnipeg, disait « leçon à donner par rapport à nous ». Mais moi, je peux lui dire, posez la question à M. Sharma, secrétaire général du Commonwealth. Sur le plan politique, M. Sharma était tout le temps à nos côtés au siège de la francophonie pour demander de l'aide et de l'assistance. On ne peut pas être champion en tout. L'économie est un chantier ouvert, c'est un enjeu et un défi. On va y travailler, apporter des contributions, et peut-être demain nous serons au même niveau que Commonwealth. Je disais, eux, chaque année ont une conférence des ministres de l'économie et des finances. Nous en avons fait une seule depuis la création de la francophonie. Mais sur le plan politique, non seulement nous avons sommet après sommet tous les 2 ans, mais chaque année nous avons une conférence ministérielle sectorielle des ministres des Affaires étrangères, avec une vraie influence au niveau autant de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine que des agences des Nations Unies qui sont à Genève. Donc tout est bouilli autant, mais je crois que chaque étape marque également son étape, son niveau d'évolution, et il faudrait avancer aussi tranquillement. On n'est pas champion en tout, hein, ça je le dis modestement. Ousmane, est-ce que vous proposez la tenue d'une conférence annuelle des ministres de l'économie de la francophonie? Nous en avons parlé. Je pense que Madame la ministre et ministre au niveau de la conférence ministérielle de la francophonie ne manquera pas. Nous en avons parlé à Ottawa. Je suis très très heureux qu'elle ait pu vraiment assister à cet échange. Et Madame Virginie Saint-Louis, qui est également dans les instances décisionnelles de la francophonie, ce sont autant de messages qui seront portés. L'Institut également qui est proposé va dans le bon sens. Nous sommes cap sur l'économique. Il faut apporter sur la table des propositions, mais également à chaque niveau, nord ou sud, selon son appréciation. Il faudra également que nous apportions notre contribution, mais surtout que nous nourrissions également la nouvelle secrétaire générale, qui est notre amie à nous tous, de propositions concrètes lui permettant de faire face à cet enjeu et à ce défi qu'est la stratégie économique de la francophonie. Excusez-moi, monsieur, mais le budget de la francophonie étant d'abord, excusez-moi d'intervenir un tout petit peu seulement à vos, rapidement, à vos s'il mots. vous plaît. Oui, mais comment fait-il que tout ce que vous dites là, ça sera mis en œuvre, considérant que les contributions d'abord de pays membres de la francophonie. Je pense qu'il y a si c'est 3 ou 4 pays qui contribuent, parce qu'il y a la francophonie n'a qu'un budget de 85 millions d'euros. Je ne sais pas si je me trompe, parce que j'ai vu ça hier, 85 millions d'euros. Et l'agence universitaire de la francophonie en est à 40 millions d'euros. Mais je ne sais pas comment, avec un budget si faible comme ça, comment on peut développer une économie. On peut faire des choses formidables avec un budget comme ça, parce que c'est un effet levier. Mais en même temps, il faut se rappeler la composition de la francophonie. 2 pays du G8 et du G20, mais 24, je crois, si je ne me trompe pas, 24 pays les moins avancés, qui seront un jour des pays émergents, et quelques pays émergents. Donc, c'est pour ça que la francophonie s'est tournée, depuis de nombreuses années, vers d'autres partenaires, pour développer des modèles que les autres partenaires, après, prennent en charge pour la généralisation. Mais, monsieur l'administrateur, pourquoi pas les étudiants peuvent d'éducation à Dakar, on s'est peut-être trompé, mais au lieu de créer, on aurait pu proposer une agence d'investissement éventuellement, mais c'est une question de moyens. Mais en créant un institut sur le modèle de l'institut qui a fait ses preuves de la francophonie pour le développement durable, en choisissant l'éducation et la formation, on a misé sur l'avenir aussi de notre relation avec la francophonie demain. S'il n'y a pas de formation de qualité, là aussi, je veux dire, c'est une main-d'œuvre de l'extérieur qui va venir, ou c'est une fuite des cerveaux auquel on assiste aussi. Donc j'en arrêterai là, parce que normalement j'anime la table ronde, mais cette question, évidemment, comme ancien administrateur, me touche beaucoup. J'avais promis à l'ambassadeur de Madagascar, qui va accueillir, qui est le doyen, donc qui préside le groupe à Ottawa, mais qui va accueillir le prochain sommet de la francophonie en novembre. Donc, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur. Félicitations et merci à nos illustres brillants intervenants pour tout ce qu'ils nous ont présenté ce matin. Merci à l'université aussi d'avoir organisé ça, parce que j'ai le grand privilège d'être ici et ce que j'ai entendu aujourd'hui dépasse largement mes attentes. Donc, ça me donne encore plus soif d'en savoir et d'en entendre beaucoup plus. Il y a les intervenants tout à l'heure ont parlé de
de ce qui devrait être. Monsieur Roy a parlé de la faiblesse de Dakar, c'est de ne pas créer un opérateur. Monsieur le Premier ministre a parlé de la volonté d'aller plus loin, mais on ne sait pas trop quoi faire, où aller, vers où aller. Monsieur l'ambassadeur a parlé de comment assurer le succès du prochain sommet. Comme le prochain sommet sera à Madagascar, c'est là où j'interviens ici. Donc, comment est-ce que on va voir si vous avez, j'aimerais savoir si vous avez des recommandations. Je suis convaincu qu'on ne pourra pas répondre à cette question aujourd'hui. Certainement, on aura besoin d'autres rencontres et ce que nous souhaiterions, ce que je souhaiterais personnellement, avec les premiers responsables de Madagascar, pourquoi pas. Alors, vraiment, quelles sont vos premières recommandations d'abord et déjà, d'ores et déjà pour aujourd'hui, pour faire en sorte que le sommet de Madagascar dépasse, pas dépasse, mais puisse être un succès comme nous tous ici nous le souhaitons. Je reconnais que le Canada, quand je dis le Canada, incluant le Québec, le Nouveau-Brunswick, qui ont tous un siège ici, donc souhaiterait appuyer Madagascar, c'est ce que Madame la ministre et a dit tout à l'heure et dans d'autres occasions, et j'ai eu le privilège de m'asseoir, c'est la 3e fois, en moins de 10 jours que je suis à côté de Madame la ministre. Quel honneur et quel privilège, et n'est-ce pas un très bon signe pour la collaboration, pour le succès du sommet de la francophonie à Madagascar. Donc c'est là où, encore une fois, je vous remercie et je compte sur le soutien du Canada et sur vos recommandations et suggestions pour que ce soit un succès. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Premier ministre, avec moi, je vais me risquer avec quelques recommandations là, pour aller sur le concret sur Madagascar. Alors, là, je m'adresse à la partie canadienne qui inclut le Québec et le gouvernement fédéral. Si j'étais le gouvernement du Québec, j'annoncerais que je veux recréer Hydro-Québec International et lui donner le mandat d'investir le continent africain avec des partenaires privés dans le but de seconder, développer des projets. Pas besoin de fonds publics si le secteur privé y contribue. Et au lieu d'ouvrir un bureau de délégation ou un bureau à Dakar, je dirais non, c'est Hydro-Québec International qui sera présent pour nous. Comme ça, on va sur le plan budgétaire régler ça tout de suite, au lieu de chicaner à l'interne. Puis, bon, sur le gouvernement canadien, je dirais, moi, j'irai un appui là-dessus. Et je vais vous en lancer une idée. Pourquoi pas à Madagascar interpeller nos grands fonds de pension, la Caisse de dépôt du Québec, hein? Homers en Ontario, PSP, le Fonds canadien ou encore la Caisse de dépôt en France, et dire avec le secteur privé, pas uniquement les fonds de pension, on va chercher un grand fonds de privé comme Blackstone ou Coca-Cola, puis on leur dit on va faire un fonds, nous, ensemble, pour investir sur une base de règles de marché dans des projets énergétiques en Afrique. On pourrait se poser comme condition, par exemple, de respecter ce que nous avons décidé à Kyoto, parce qu'il ne faut pas rater l'occasion en Afrique de faire le développement énergétique en tenant compte des enjeux de changement climatique. Ça tombe bien, on est au début du développement. Et là, au lieu d'avoir des projets qui sont faits par d'autres, ils sont faits aussi à la condition de développer les capacités des pays africains et de la population africaine dans la formation, dans les expertises, etc., et nous, une université comme l'Université de Montréal serait très heureuse d'accueillir des étudiants africains dans le domaine de l'énergie, des ingénieurs, des techniciens pour développer. Alors voilà un projet qui serait à l'avantage de l'Afrique et à l'avantage des pays en voie de développement qui veulent participer à ce développement. Alors, si vous faisiez ce projet-là, moi je serais très heureux de pouvoir y contribuer à ma modeste façon. Je ne suis pas sûr comment, mais en tout cas... On trouvera, Monsieur le Premier ministre, d'autant que Madagascar est un foyer de la biodiversité au plan mondial. Et que donc, la question d'environnement, on l'a vu d'ailleurs. Et puis, peut-être aussi, puisque le président actuel a été formé au Québec. Donc là aussi, il y a une relation aussi d'accompagner ce nouveau président dans le développement. Voilà, maintenant... J'adore sur les propositions. Je contresigne ce que vient de dire M. le Premier ministre et je regrette qu'il n'ait pas encore la main dans les budgets pour nous annoncer le financement de son initiative. Je crois que le sommet de Madagascar, liant ce qui s'est dit à Dakar, devrait prendre une initiative dans le domaine de économie et culture.
il y a de grandes expériences qu'a mené la francophonie en matière de culture. C'est un dossier, je crois, où on peut être assez heureux de ce qui a été fait dans l'ensemble. Quelle est la prochaine étape? On va où la prochaine fois, compte tenu du numérique? Je suis estomaqué de voir arriver en Afrique, y compris en Afrique francophone, les grands groupes culturels, financiers, etc., américains, coréens, japonais, ils sont en train d'acheter, ils sont en train de produire en coproduction avec le Nigeria, avec d'autres. Quelle est la prochaine étape culture de la coopération culturelle et impliquer aussi le secteur privé? Merci. Donc, puisque le temps nous est compté, je vais demander maintenant à M. Guy Lefebvre, le vice-recteur aux affaires internationales, à la francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, donc de clôturer ce moment. Avant de le retrouver pour une deuxième étape dans quelques mois. Merci, Monsieur Duhem, distingués invités, chers partenaires, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Je vais évidemment utiliser la version abrégée de mon texte, puisque j'avais choisi de vous parler du rôle des universités dans le débat de l'avenir de la francophonie économique, et donc je ferai mon discours une prochaine fois. On a pris bonne note du message du Premier ministre d'avoir un beau projet auquel les universités seraient impliquées. J'avais quasiment le goût, après les interventions qui ont été extrêmement riches, je dirais, les nombreuses questions sans fin qu'on a et qu'on pourrait continuer jusqu'à la fin de la journée, de demander à nos 4 invités de participer à un cours de 45 heures sur la francophonie et l'économie, utopie ou réalité. Je me contenterai de citer, je pense, et ça, je pense que c'est une excellente conclusion par rapport à nos travaux, Théodore Monod, qui, je pense, fournit une réponse à la question qui nous réunit aujourd'hui, la francophonie économique, utopie ou réalité. Il disait, l'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Donc l'utopie d'hier peut devenir la réalité, et donc je pense que ces propos sont extrêmement riches et illustrent nos conférenciers, de même que M. Duhem, nous ont indiqué lors de leur participation, et je pense que aussi ça correspond aux nombreuses questions qu'on a eues lors de l'exposé. Je terminerai en disant, entre ceux qui affirment que la francophonie économique reste à inventer et ceux qui affirment qu'elle est déjà en marche, nos conférenciers étaient invités non pas à choisir leur camp, mais à alimenter notre réflexion et à nous fournir des repères pour l'action. On l'a beaucoup mentionné, maintenant il faut passer à l'action. Donc, nous les remercions chaleureusement de leur disponibilité et de leur précieuse contribution au débat. Je tiens également à remercier les organisateurs de cette table ronde, le Bureau de la valorisation de la langue française et de la francophonie, donc Monique Cormier, qui est l'artisane, avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler à ce dossier. Le Cerium, avec qui l'Université a toujours aussi un plaisir de collaborer et qui est une belle illustration de ce qu'on peut faire ensemble. Le Centre de la francophonie des Amériques, ainsi que notre animateur, M. Clément Duhem, qui a mené cette discussion de main de maître, sauf quant au temps peut-être. Et à vous, cher public, d'ici ou d'ailleurs, merci de votre présence et de votre participation aux échanges. Pour les participants, on a un questionnaire, donc on aimerait que vous le remplissiez et que vous fassiez part évidemment de vos commentaires. Donc, merci à tous, bonne journée. Je vous réserve mon discours pour la prochaine fois. Merci. Guy, j'ajouterai le mien.